présenter mon intervention sous une forme un peu ludique de roman policier. Alors, on va partir de deux énigmes. Et on va chercher des pistes autour de ces énigmes. Alors, la première énigme, c'est comment peut-on comprendre qu'un enfant puisse être placé provisoirement 18 ans. Moi j'appelle ça de la maternité au FJT. Comment comprendre qu'un enfant puisse être placé jusqu'à 21 ans, puisqu'on a des contrats jeunes majeurs qui permettent de, par des petits contrats successifs, tous provisoires. Donc, première énigme, comment comprendre ce provisoire sans limite quand on sait que provisoire qui n'existe ne se fait que pour un temps limité, en attendant quelque chose de définitif. Qu'est-ce qu'on attend en fait dans l'histoire? Qu'est-ce qu'on attend? Et qu'on finira par plus attendre, puisqu'à 16 ans, on n'attend plus rien, c'est aux jeunes de se débrouiller. On va voir ça tout à l'heure. Alors, ces situations, elles sont rares. Alors, malheureusement, elles sont comptées par personne. Il faudrait s'y pencher parce que les situations limites sont toujours instructives. Et il faudrait des travaux spécifiques qui n'existent pas en France pour connaître un peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Les anglo-saxons ont fait énormément d'études de ce type-là. C'est-à-dire, on va prendre les parcours les plus difficiles, les plus hors du cadre, pour essayer de comprendre comment on a pu arriver là. Nous, on ne le fait pas, il faudrait le faire. Moi, j'ai travaillé sur une situation bien plus fréquente, celle dans laquelle les enfants sont placés durablement, sans projet de retour. Deux choses, soit il n'y a jamais eu de projet de retour du début à la fin, soit des projets de retour ont été évoqués, mais il n'y a jamais eu le début d'une esquisse de réalisation. Ça concerne aussi beaucoup de monde, et ça vaudrait là aussi le coup de compter, de les spécifier, de se dire, essayons avec les professionnels de savoir combien ça représente de situations. Alors, dans mes travaux, ça représente 4 types de situations, vues sous un autre angle, du côté parent. J'ai regardé, première catégorie, ça dure, oui, mais les placements se font en bonne entente avec les parents, ou même avec conflit, mais de toute façon, l'enfant voit ses parents, et du début à la fin, les parents sont impliqués dans le quotidien, même si ça chauffe. Et donc, c'est une première catégorie. La deuxième, il y a un maintien des liens réguliers, souvent par des visites médiatisées, mais de fait, les parents ne sont pas impliqués dans le quotidien. Ils ne vont pas aller chez le médecin, ils ne vont pas aller à l'école, ils ne vont pas être impliqués, et ils vont même parfois même pas partager le quotidien en dehors de la visite médiatisée. On l'a évoqué ce matin, des enfants qui ne peuvent même pas se représenter au vu de parents, ils ne sont jamais allés. Troisième situation, qui devient grave là, des maintiens de liens irréguliers avec des parents qui ne sont pas impliqués dans le quotidien, je dois préciser, qui parfois peuvent l'être brutalement, et puis ils disparaissent. Ce qui domine dans cette famille, c'est la discontinuité, et dans mes recherches, les enfants qui sont confrontés à des parents qui disparaissent et réapparaissent brutalement, ça fait des dommages spécifiques. Quatrième situation, des parents durablement absents, ils ne sont pas là, mais on reste quand même dans l'assistance éducative. Parce que quand les parents délaissent leur enfant, en fait, il y a pas mal de possibilités, mais de loin, la plus fréquente, c'est de rien faire. Exemple, la semaine dernière, un étudiant me raconte une situation, j'ai vu le papa, il me dit, écoutez, moi je n'aimerais plus voir ma fille parce que j'ai fait ma vie avec ma nouvelle femme, il n'y a pas de place dans ma nouvelle famille avec ma nouvelle face pour ma fille, en plus elle déteste sa belle-mère, donc voilà, désolé, j'arrêterai de venir. Et il le fait. Il ne vient pas chez le juge au rendez-vous, mais le juge maintient l'assistance éducative et maintient le calendrier comme si de rien n'était. Bon. Ça, c'est très fréquent, et maintenir l'assistance éducative quand il n'y a pas d'assistance éducative, je vous propose d'en faire la deuxième énigme. Pourquoi on maintient l'assistance éducative quand il n'y a pas d'assistance éducative? C'est quand même une petite question à se poser. Alors, 4 hypothèses dans mes travaux. Première hypothèse, la norme de l'exclusivité du lien de filiation. Un enfant ne doit avoir qu'un père et qu'une mère. Je vais y revenir. Deuxième, le maintien abusif, c'est-à-dire que c'est un dysfonctionnement, on en a beaucoup parlé grâce à votre intervention à midi ce matin, c'est-à-dire le problème de la difficulté à adapter les statuts à la situation des enfants. Troisième, l'usage abusif
de l'autorité parentale, c'est-à-dire qu'on verra que dans les pays voisins, les actes non usuels de l'éducation, c'est 4-5 actes. En France, c'est 150. Hein. Et on mélange les actes usuels et non usuels joyeusement, puisqu'on met comme acte non usuel tout un tas de petits actes du quotidien, hein, qui n'ont rien à faire dans la rubrique actes non usuels. J'y reviendrai. Ensuite, dernière explication, une conception de l'autonomie des jeunes qui fait disparaître les parents. C'est-à-dire, on ne parle que de l'autorité parentale jusqu'à ce que le jeune ait 16 ans, puis à 16 ans, c'est fini. Maintenant, c'est toi, Coco, qui est responsable de ton autonomie. On y reviendra aussi. Donc, je vais essayer d'éclairer un peu ces 4 hypothèses, comment je les ai travaillées. Alors, la première, c'est les anthropologues qui nous disent que la France est très marquée par l'exclusivité du lien de filiation. C'est-à-dire, un enfant ne doit avoir qu'un père et qu'une mère. Ce matin, dans les paroles des jeunes, certains disaient, je ne sais pas comment nommer mes parents, les vrais et les fausses. Dès qu'on dit vrais parents, vraie mère, fausse mère, c'est qu'on est dans l'exclusivité de l'identification. S'il y avait une vraie et une fausse, c'est qu'il ne devrait y avoir qu'une vraie. Dans d'autres cultures, au contraire, on considère qu'on peut avoir 3 types de parents. Alors, pour la plupart d'entre nous, ces 3 types de parents, c'est une seule et même personne, le seul père, la seule mère. La vie fait, et surtout en protection de l'enfance, qu'on peut avoir un parent biologique qu'on ne connaît pas, mais si je ne le connais pas, il m'a transmis des choses, il m'a transmis un capital génétique, des dons, des dispositions, peut-être une partie de mon tempérament, pour la psychologie du tempérament, des risques de maladie, que je les connaisse ou pas. On est là dans la parenté. Je peux être reconnu par un père qui n'est pas mon parent biologique. Pour la loi, ce sera mon unique parent qui sera aussi le parent biologique. Je suis encore dans la parenté. Je me suis occupé d'un enfant, il a été reconnu par un homme qu'il n'a jamais vu, qui n'était pas son père biologique. Il a dû changer les noms. Mais quand ses arrière-petits-enfants ils vont faire de la généalogie, qu'est-ce qu'ils vont remonter à son nom, en pensant suivre aussi la généalogie, ce qui n'est pas le cas. Par contre, vous voyez, parent qui élève, la parenté sociale, c'est une parenté tout à fait différente. D'abord, c'est une parentalité qui se construit dans le quotidien et de façon élective et qui peut très bien ne pas se construire. Elle peut construire fort et vite, elle peut se construire lentement, mais il n'y a pas de parenté sociale sans quotidien. Vous voyez, je peux être parent légal sans quotidien, je peux être parent biologique sans quotidien, je ne peux pas être parent social sans quotidien. Donc on va retenir ça, c'est que la parenté sociale, elle se tisse dans le quotidien, parfois même de façon involontaire. Moi j'ai vu des gens devenir parents d'un enfant et n'avaient pas souhaité devenir parents d'un enfant. N'empêche que la vie les avait fait parents. Si on vous confie un bébé qui ne voit pas ses parents, vous allez voir à quelle vitesse vous devenez parents. Parce que le bébé, lui, il sait faire, fabriquer du parent. Hein, ben, alors, vous voyez, on retient de cette première partie qu'il y a 2 grands modèles. On a le modèle de l'exclusivité du lien de filiation qui est à la fois le modèle français, mais qui peut être aussi le modèle anglais. Chez les Anglais, chez nous, il n'y a que le parent bio élevé au grain. Ok. Chez les Anglais, il n'y a que le parent social, celui qui fait le boulot, qui élève l'enfant, qui doit avoir l'autorité parentale, parce qu'on considère que c'est facile de faire un môme, s'en occuper au quotidien, c'est ça qui a de la valeur. Mais on est aussi dans l'exclusivité parce que, dans les 2 cas, un parent doit disparaître. Soit c'est le parent biologique qui est sacré, et à ce moment-là, les parents d'accueil disparaissent. Voire les grands-parents disparaissent. Tous parents, les beaux-parents disparaissent. Soit on est pour la parenté sociale, et là, les parents biologiques doivent disparaître. Mais c'est les 2 phases du même modèle d'exclusivité. Mais dans le monde, les anthropologues ont montré que beaucoup plus fréquemment, on est dans un modèle de pluriparentalité. Là, il n'est plus question de vrais ou de faux parents. Puisqu'on donne un nom à chaque parent et qu'on va essayer d'éviter de les mettre en concurrence. Prenez la kafala droit islamique, on ne met pas en concurrence les parents de kafala et les parents légaux et biologiques. Donc vous voyez, il y a un modèle dans lequel l'exclusivité, c'est du côté, pour Suzanne Lallemand, c'est du côté de la carence. En Occident, on a beaucoup fait circuler les enfants au titre de la carence. Il manque des parents à un enfant, l'orphelin, délaissé, il faut des parents à la place.
des parents sont des adultes sont sans enfants, mais il leur faut un enfant. Soit carence de parents, soit carence d'enfants, c'est le modèle. Dans le modèle de la pluriparentalité, c'est plutôt le modèle de l'alliance. On va faire circuler les enfants pour faire vivre l'alliance familiale. Et des millions et des millions d'enfants circulent dans le monde au titre de l'alliance. Mais vous voyez, on est imprégné culturellement par ces modèles. J'ai repéré, moi, malgré qu'on ait les mêmes textes chapeaux, la Convention internationale des droits de l'enfant, et puis tous les textes européens, dont la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, 4 grands modèles. Donc la France, le provisoire sans limite. Le modèle anglo-saxon, on va prendre un exemple précis avec la banque mixte dont on a parlé ce matin, c'était très bien, on va pouvoir un peu le déplier. Là, c'est un modèle dans lequel on a complètement idéalisé l'adoption comme outil de protection de l'enfance. C'est-à-dire là, il faut repérer les mauvais parents avant qu'un drame n'arrive et se dépêcher de confier ce pauvre enfant en risque de danger à une bonne famille. Dans ce modèle-là, on va utiliser des big data, des grandes données épidémiologiques pour repérer tous les risques que peuvent avoir les parents. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure avec un schéma. Le modèle méditerranéen, c'est autre chose. Là, on va beaucoup se servir des grands-parents, des oncles et tantes. C'est-à-dire que la loi espagnole, par exemple, dit les travailleurs sociaux, si les parents ne peuvent pas élever un enfant, doivent d'abord chercher dans la famille élargie. Très souvent les grands-parents, les oncles et tantes. En France, par comparaison, il y a 10% des mômes qui sont confiés dans la famille élargie, et c'est parce que les parents sont déjà dans le jeu. Mais les juges ont une mauvaise opinion de ces choses-là, parce qu'ils ont besoin de les former, ils sont souvent confrontés à des conflits par enfant, et à force de voir ces conflits, ils ne voient plus que ça. Mais les Espagnols, quand ils font un bilan de la loi, qu'est-ce qu'ils disent? Vu qu'il y a des problèmes quand on confie un enfant dans sa famille, c'est vrai. C'est vrai, il faut travailler ces problèmes-là, mais globalement, les enfants vont beaucoup mieux, parce qu'ils ont des racines, ça bouge la vie. Ensuite, très intéressant, le modèle germanique, pas comme du tout en France. Dans ce modèle germanique, c'est très progressif, on a un modèle de parenté progressive, c'est-à-dire c'est la parenté nourricière qui est conçue de façon à ce qu'au début, on est du côté du placement. Si l'enfant peut retourner dans sa famille, on va augmenter le rythme des rencontres avec les parents, puis on va aller vers un tour. Par contre, si ça dure, on va passer du côté de l'adoption. Au point que, vous verrez, dans le Code civil suisse, on dit que si un enfant est dans une famille d'accueil, chez les parents aussi depuis longtemps, on peut empêcher les parents de reprendre l'enfant si ce n'est pas son meilleur intérêt. Et ce n'est pas son meilleur intérêt s'il a fait ses racines dans cette famille, que ce sont ses véritables parents psychologiques et sociaux. Alors, on ne connaît pas ce concept en France de parents psychologiques, c'est un Afro qui a développé ça. C'est un concept vraiment important. Et donc, vous voyez, là, on est dans quelque chose qui n'est pas du tout binaire. On est dans quelque chose qui est très progressif et puis dans lequel, plus on grandit, plus on va écouter la vie de l'enfant. Si l'enfant dit « moi, mes racines, c'est chez mes parents », la parenté nourricière, elle va rester à Babouille. S'il dit « c'est là ma vraie famille », il va même pouvoir se présenter à l'école sous le nom de sa famille d'accueil. C'est hors des lois européennes, c'est une pratique très répandue en Suisse, en Allemagne, en Finlande. On écoute l'enfant qui dit « moi j'ai pas envie qu'on m'emmerde tout le temps de demander pourquoi je ne porte pas le même nom que ma famille, alors je demande si je ne peux pas porter le même nom que ma famille ». En général, le service dit oui. Vous voyez, c'est une pratique culturelle différente derrière le même texte européen. Alors, exemple anglo-saxon représenté par les Québécois, parce qu'en la matière, les Québécois, ils sont plus anglo-saxons que les anglo-saxons. Je pense que certains d'entre vous ont vu cette semaine le film Les enfants volés d'Angleterre. Bon, vous allez vous reconnaître dans le schéma que je vous propose. La banque mixte, alors pourquoi on parle de banque mixte? C'est parce que, des familles qui veulent adopter un enfant, il manque d'enfants adoptés au Québec, comme partout, on dit, si vous acceptez de figurer dans la banque de données des familles d'accueil et d'accepter d'être d'abord famille d'accueil, vous allez augmenter vos chances de pouvoir adopter. Mais il faut commencer par être famille d'accueil. Pourquoi? Parce qu'on va mener en même temps 2 projets. C'est les Américains qui ont créé ça, concurrent planning, un planning parallèle dans lequel on commence par faire un programme numéro 1, projet de vie privilégié, maintien de l'enfant dans sa famille ou retour dans sa famille s'il ne peut pas y être maintenu. Mais on a des délais très serrés. Vous voyez, si l'enfant a moins de 2 ans, il ne peut pas être placé plus d'1 an.
Pendant cette année, maintenant on a même aggravé ça, si les bébés c'est 6 mois. Pendant ce temps-là, on va tout faire, alors ça reste à voir, mais théoriquement tout faire pour que l'enfant puisse retourner chez lui, c'est qu'on va observer les parents, faire les médiatiser, leur demander de faire des soins pour leurs problèmes d'addiction, pour leurs problèmes de conflits conjugaux, etc. On va leur faire un programme de soutien. S'ils le respectent, leur enfant rentrera chez eux. S'ils ne le respectent pas, la famille d'accueil, où l'enfant est placé dès la naissance, devient famille de l'enfant et disparition des parents adoptifs. Donc vous voyez, là, on a... Alors, ça dépend quand même de l'âge de l'enfant, parce que s'il est petit, c'est ça. S'il est plus grand, on va avoir une palette. On peut avoir un placement jusqu'à majorité dans sa famille d'accueil, mais le juge dit, cet enfant, il sait la vie jusqu'à majorité. C'est dans sa famille d'accueil. S'il est plus âgé, on peut avoir un projet de vie axé sur son autonomie. Mais s'il a un handicap important, on considère que l'adoption est compromise ou pas souhaitable, parce que l'enfant n'en veut pas, par exemple, eh bien, on va trouver un placement dans une ressource offrant des services spécifiques à cet enfant. Vous voyez, le projet de vie, c'est toute une série de projets dans lesquels, en même temps, on met 2 projets. Ça veut dire que les parents ont en permanence une épée de Damoclès. Vous pouvez rester parent de votre enfant à condition de rentrer dans son projet de vie à lui. Ça veut dire que le droit anglo-saxon dit, quand il y a concurrence et contradiction entre le droit des parents et le droit des enfants, c'est le droit des enfants qui prime. Et ça, c'est extrêmement clair chez eux. Nous, on a une lecture du droit légaliste qui confond intérêt de l'enfant et intérêt des parents. Tout ça est confondu comme si c'était... Il n'y avait pas de contradiction. Pour les anglo-saxons, il y a souvent contradiction et c'est là qu'on doit être. Alors, je vais vite sur le monde méditerranéen, je vous en ai parlé, parce que là, on commence à avoir les premières grandes études qui montrent que c'est un modèle très solide. Parce que même dans les familles qui se plaignent d'être en difficulté, de ne pas être harcelées par les travailleurs sociaux, elles devraient avoir beaucoup plus d'aide. Et on entend leurs plaintes, elles sont tout à fait légitimes, mais on regarde l'état des enfants bien meilleur que celui des enfants placés. Pourquoi? Parce qu'ils savent où ils habitent. Ils savent où ils habitent. Donc, je vous disais, mauvaise représentation de beaucoup de juges, alors pas de tous les juges, il ne faut pas généraliser, mais beaucoup de juges français ont une vision déformée. Pourquoi? Parce qu'ils voient surtout les problèmes intergénérationnels et puis ils n'ont pas les outils pour aller chercher des ressources intergénérationnelles. Par exemple, les anglo-saxons font des conseils de famille dans lesquels on va mettre tout le monde autour d'une table à travailler les travailleurs sociaux, à essayer de voir quelles solutions on pourrait construire ensemble sur un travail intense pour plus tard proposer au magistrat une possibilité. Le magistrat, lui, qui a 1 heure d'audience, il n'a pas les moyens de faire ça. Hein. Donc vous voyez, on ne peut pas demander au magistrat aussi de faire des choses qu'on ne les oublie pas pour faire. Hein. Alors, je vous ai parlé du Code civil suisse. Alors, un détail. En Occident, pratiquement toutes les familles d'accueil sont bénévoles. Elles sont défrayées, c'est-à-dire qu'on rembourse les frais, mais elles ne sont pas payées. Et dans beaucoup de pays, elles refusent d'être salariées. Elles disent, moi, si je dois éduquer cet enfant comme le mien, moi, je ne suis pas payé pour éduquer mes enfants. Donc, vous voyez, c'est aussi une représentation tout à fait différente, puisque la France est assez unique dans son choix de faire massivement le choix du salariat. Pour des Allemands que j'ai rencontrés, ils disent, oui, le salariat, ça vous soumet complètement les familles d'accueil à l'administration. En fait, ça mutise les familles d'accueil, qui sont inaudibles. Les familles d'accueil bénévoles germaniques ont 10 fois plus de droits que les familles d'accueil salariées françaises. Par exemple, le juge en Suisse, en Belgique, en Allemagne, il ne peut pas prendre une décision sans recevoir la famille d'accueil, ce serait impossible. Et la famille d'accueil, elle a droit à 2 niveaux d'appel. Elle peut dire, peut-être c'est un devis d'audience, c'est qu'on peut se revoir, et elle peut faire un appel légal en disant, je conteste la décision du juge. Pourquoi ils ont autant de droits? Mais parce qu'on considère qu'ils sont les garants de la stabilité de l'enfant. Alors, en France, pour revenir en France, provisoire sans limite, je voudrais pointer pour vous, à mon avis, une bizarrerie. Vous voyez, jusqu'en 2007, l'article 375, vous connaissez, quand un enfant est en danger pour sa santé, sa moralité, ses conditions d'éducation, c'est un article qu'on connaissait tous, il était là, et on a fait un très solide ajout dans la loi 2007 pour dire, attention, attention, si les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères, chroniques, évaluées comme telles dans l'état des connaissances,
qui affectent durablement leurs compétences dans l'exercice des responsabilités parentales, on peut faire réviser au plus de 2 ans. Bon, petit 1, c'est pas appliqué par les juges. J'ai demandé à les juges, est-ce que vous appliquez? Les juges me disaient, ah, je l'ai fait une fois. Hein. Ça remonte quand même, il y a 9 ans cette fois. Hein. Donc, pratiquement pas appliqué par les juges, c'est quand même un peu intéressant. Deuxième chose, c'est quand même une drôle de loi quand on vous dit, par essence, ça doit être provisoire, l'assistance éducative. Pourquoi? Parce que ça doit viser à ce que les parents soient capables d'éduquer leurs enfants seuls et sans aide. Et donc, par définition, on doit avoir tout le temps un projet de retour. Donc on nous dit, voilà, dans une mesure provisoire avec projet de retour, on vous rajoute, quand c'est pas provisoire, qu'il n'y a pas de projet de retour. Imaginez que vous avez une code de la route, donc on dit, ben voilà, si vous grillez un feu rouge, vous pouvez avoir 3 000 € d'amende ou un serment du gendarme. Ouais, bon. C'est quand même un peu curieux. Hein. Alors, dans mon analyse, ça c'est contraire à l'esprit de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui depuis de nombreuses années a fait des travaux sur le droit de l'enfant à une protection de remplacement. C'est les lignes directrices sur la protection de remplacement. Quand un enfant ne veut pas être élevé par ses parents, il a le droit à une protection de remplacement. Sauf que, le diable est dans les détails, cet article 20 de la CID nous dit cette protection peut prendre la forme de l'adoption, pour les Anglais, la kafala, le droit islamique, le placement en famille d'accueil et le placement d'institution. Donc si vous regardez bien, on nous dit quand l'enfant a besoin d'une famille de remplacement, vous pouvez soit trouver une solution de remplacement, soit pas remplacer. Donc quand on a un texte chapeau qui est aussi confus, vous comprenez bien qu'on puisse avoir des lectures aussi diverses que les 4 grandes familles de lecture que je vous ai données. Hein? Donc, je dirais qu'un des problèmes majeurs actuellement, c'est que moi, je suis formateur de travailleurs sociaux, on saoule nos étudiants des cours de droit, alors ça tourne à travers. Allez, cette étude en 2002, je t'appelle. L'autorité parentale, tu fais les non-mutuels. Bon. Et la base même du chapeau, le sens que ça a, à mon avis, le sens n'y est pas. C'est-à-dire, il confond des situations qui ne devraient pas être confondues. Alors, je vais vite, les enfants placés peuvent avoir 5 statuts différents. Hein. Une protection administrative, normalement, dans la loi 2007, ça devrait être la mesure la plus fréquente. 2 fois sur 3, on devrait avoir ça. En fait, c'est un grand échec de la loi 2007, puisque, en fait, on reste à 80% de mesures administratives. Donc, l'article 375 il sert à tort et à travers pour des situations qui ne devraient pas relever. Ils peuvent être confiés par le juge des enfants pour l'assistance éducative. Ils peuvent être aussi, ils peuvent bénéficier d'une DAP, on en a parlé ce matin. Ils peuvent être aussi sous tutelle d'État et ils peuvent être pupilles. Alors moi, de mon point de vue, le problème, c'est que quand les parents sont absents, ça fait quand même beaucoup de solutions incertaines. Est-ce que l'enfant, est-ce qu'on va faire quelque chose ou pas? Première incertitude, souvent on fait rien. 2, est-ce qu'on va faire une DAP? Est-ce qu'on va le laisser pupille? On le fait. Est-ce qu'on va vers une adoption simple? Est-ce qu'on va vers la plénière? Et moi, je trouve que quand il y a trop d'incertitudes, c'est normal que les lois deviennent à l'appliquer. On devrait baliser des parcours qui correspondent à des familles spécifiques de parcours d'enfants. Et pas mettre tous les parents, tous les enfants, dans la même grosse rubrique qui ne l'aurait pas adapté pour une partie d'entre eux. Alors, axe 3, l'usage abusif des normes juridiques de l'autorité parentale. Alors, c'est un droit qui vient de la loi de 70, hein, quand on a remplacé la puissance paternelle par l'autorité parentale conjointe. Ben on s'est dit, avant on avait un patron qui peut décider, maintenant on en a 2, ils peuvent ne pas être d'accord, donc il faut qu'on règle, pour éviter que la justice soit envahie des accords, on va essayer de régler ça, pour dire sur quoi le parent gardien peut se débrouiller tout seul, et puis le parent non gardien, à quoi il doit être associé. Puis après on a dit, ça va pas cette notion de parent gardien. On va changer, maintenant ils sont tous les 2 gardiens, qui vivent avec ou pas. Vous voyez comment on complexifie. Vous lisez le code civil suisse, il est 15 fois plus simple que le nôtre, parce que 4 principes fondamentaux sont posés au départ.
Puis ensuite, on sait avec qui vit l'enfant. Enfin, donc on a mélangé des objectifs avec des réalités et on rend difficile la lecture du droit. Mais toujours est-il que si je vais dans les pays voisins, c'est quoi les actes non usuels? 5 ou 6 décisions très importantes. L'enfant change d'école, il change de religion, on déménage. 5 ou 6 grandes décisions dans lesquelles lui, on ne va pas laisser l'autre pas informer. Il a des droits. Hein. Nous, je vous ai pris un petit tableau, un extrait simple, mais j'aurais pu vous faire 20 slides comme ça. La liste, elle est sans fin d'actes non usuels. Je ne vais pas vous la lire, sinon je garantis l'endormissement, mais notons qu'elle mélange des actes du petit quotidien, par exemple permettre à l'enfant de rentrer 1 heure avant la fin des cours quand il a plus cours, acte non usuel. Une coupe de cheveux, est-ce que c'est une coupe d'entretien, acte usuel. Changement de look, non usuel. Rentrer du sport avec la voiture des parents du voisin, c'est non usuel, très important. On peut faire un bêtisier à Prévert avec ces décisions, ces normes envahissantes qui empêchent les mômes de mener une vie ordinaire, qui font que les familles d'accueil ne s'autorisent pas pour les enfants qu'elles accueillent à faire ce qu'elles font avec leurs propres enfants. Donc on va surprotéger les mômes, et puis tout d'un coup, Coco, tu dois être indépendant à 18 ans. On t'a surprouvé parce qu'on est obligé, puis maintenant débrouille-toi. Donc vous voyez, on a des contradictions extrêmement importantes dans l'encadrement, on va dire, normatif. Parce que derrière, il y a des lois, mais ce n'est pas la loi qui dit de multiplier à l'infini, c'est des pratiques normatives, bureaucratiques. Alors, je vais conclure cette partie sur 2 fictions dangereuses, à mon avis. Première fiction, la fiction d'un retour pour tous en famille. Je ne reste pas trop, on en a parlé ce matin. Mais aussi la fiction de la permanence des parents. Parce que j'ai noté une chose, c'est que comme l'administration défend la place des parents, en disant, ils sont là en tant que détenteurs uniques des responsabilités importantes. Et donc, comme ils restent là virtuellement présents comme responsables de ces actes, ils n'ont pas besoin d'être là dans la réalité. L'ADE peut faire comme s'ils étaient là quand ils ne sont pas là. Vous voyez, et ça, c'est quand même un petit problème, parce que ce que je note, moi, c'est que on n'enregistre pas la disparition des parents. Du coup, on n'y réagit pas, ce qui serait très utile pour les aider, parce que quand un parent disparaît, il y a du boulot. Dans mes recherches, ça dépend des services. Dans certains services, on va courir après les parents, essayer de comprendre. Dans l'autre, on ne va pas bouger le petit doigt. C'est son boulot de parent, se manifester. C'est pas nous qui allons courir après. Donc, vous voyez, d'un service à l'autre, on a aussi des pratiques infiniment variées. Alors, dernier axe, une conception d'autonomie des jeunes qui fait disparaître les parents. Si vous regardez les travaux d'Esther Goudi, qui sont très importants comme anthropologue, elle a essayé de savoir quelles sont les responsabilités des parents partout dans le monde. Pour moi, c'est important en protection de l'enfance parce que je crois que vraiment, quand on veut soutenir les parents, il y a un bon moyen, c'est les soutenir en les aidant à exercer leurs responsabilités, à comprendre quand ils n'y arrivent pas, pourquoi ils n'y arrivent pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider. Et là, ils se sentent soutenus. En général, ils râlent quand on intervient à ce titre-là, de quoi je me mêle. Puis quand on arrête, ils se plaignent, il va rester encore un peu. C'est toujours bon signe, ça veut dire qu'on leur a été utile. Et c'est quoi? Sur ces 5 axes, il y a des problèmes de parentalité. D'abord, concevoir et mettre au monde un enfant. Pendant des siècles, et encore dans la plupart des pays au monde, concevoir un enfant hors mariage, c'est un problème. Un bâtard illégitime, c'est un problème. Mais aussi concevoir un enfant avec des parents qui sont fâchés du conjoint avec qui l'enfant est fait, c'est aussi des conflits, c'est aussi des problèmes. Vous avez aussi des femmes très très en difficulté qui font beaucoup trop d'enfants parce qu'elles sont incapables d'assurer une responsabilité contraceptive et elles ne sont pas beaucoup aidées à le faire, voire pas. Et chaque nouvel enfant les empêche d'être parents des enfants précédents. Deuxième axe, donner une identité à la naissance. Ça, c'est capital. Et par exemple, ce que la protection de l'enfance en France fait très très mal, voire pas, c'est que l'enfant il a le droit de connaître ses 2 parents, il a le droit de connaître ses 2 lignées. Or, des paquets de mômes placés ne connaissent pas leur père, et personne ne bouge. C'est pas le même juge. Les travailleurs sociaux n'ont pas le droit de saisir le JAF à ce sujet-là.
L'enfant ne sait même pas qu'il aura 10 ans, de 18 à 28, pour faire une demande, pour qu'on cherche en père, il n'est pas informé de ça, il l'apprend des fois 29, etc. Hein. Ensuite, nourrir. Il est évident qu'il faudrait que les parents d'enfants placés contribuent financièrement à nourrir leurs enfants placés à proportion de leurs moyens, même si c'est quasiment rien. Qu'est-ce que ça veut dire de les remplacer? De dire pour tout le monde, allez, argent de poche, argent de vêture, et on remplace les parents, et après on dit, on va les soutenir. Mais moi, si on me remplace, je ne me sens pas soutenu. Hein. Éduquer, élever, former. Est-ce que vous pensez qu'on peut élever, éduquer, former sans partager aucun quotidien? Moi, ça me paraît assez problématique. Dernière chose très importante, dans tous les pays du monde, un rôle parental, c'est d'aider son enfant à accéder au statut d'adulte. Les parents, en Occident, ils consacrent une énergie de dingue. De dingue. Le souci, jusqu'à ce que ces enfants soient autonomes, ça peut durer tard. Les Allemands, ils ont prolongé la jeunesse de 16 à 29 ans, pas pour rien. 16 à 29. Et on dit, ah bah toi t'es placé dès 16 ans, c'est fini, tes parents comptent plus dessus, c'est toi qui es complètement responsable de ton autonomie. Or, vous voyez, les travaux sur l'autonomie, les très intéressants travaux actuels, par exemple de François de Saint-Gly, mais de nombreux chercheurs, c'est pas confondre indépendance et autonomie. L'indépendance, c'est se débrouiller tout seul. Être autonome, c'est être relié. C'est être capable de coopérer, de faire avec d'autres. Un enfant mal relié, pas autonome, mais son indépendance, s'il l'obtient, ça peut être un désastre. Il y a plein de gens autonomes qui résistent à plein de difficultés parce que justement, ils ont une capacité à être reliés. 40% des jeunes SDF ont connu un placement dans un foyer fait d'accueil d'institution. C'est la dernière recherche INED. Vous voyez, hein, ils luttent bien hein, pour leur indépendance. Alors, pour conclure, j'ai encore 2 minutes? Oui. Bon, alors pour conclure, je reviens sur la banque mixte pour montrer comment on travaille les anglo-saxons. Il y a à prendre des bonnes choses chez eux quand même là-dedans. Parce que, vous voyez, la banque mixte, on voit tous les mauvais côtés, mais derrière, il y a des travaux sérieux qu'il faut connaître. Ça, c'est des travaux de Carl Charité. Ils ont fait des très grandes données sur des dizaines de milliers de situations pour savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière les situations les plus graves. Et vous voyez, quand il y a 3T, 3+, c'est que vraiment, on a des facteurs prédictifs d'embêtement grave. Alors, faible soutien social, faible ressources collectives, économiques, sociales, culturelles, fertilité excessive. Alors, les anglo-saxons, ils n'ont pas nos pudeurs. Hein. Bon, eux, ils appellent un chat, chez nous, c'est tabou. Chez eux, non. Ils considèrent que quelqu'un qui fait des enfants sans pouvoir concevoir correctement leur arrivée au monde, c'est quelqu'un qui se met dans la merde. Et que dans tous les placements familiaux ont des situations dans lesquelles on sait bien que le nouvel enfant qui vient de naître, ben, c'est le 7e, et que les précédents vont être un peu plus délaissés. Qu'il y a des situations où on va avoir de nombreux enfants, chacun avec un père, et une partie n'est pas reconnue. Problème de santé mentale. Ben, c'est vrai que quand vous multipliez les sources de stress avec les conflits familiaux, parents-enfants, stress avec le conjoint, stress dans l'entourage, stress social lié à la précarité, eh bien tout ça, ça produit des troubles psychiques qui ressemblent furieusement à des maladies mentales. Là, je renvoie à tous les travaux de Furtos qui sont vraiment absolument passionnants sur la souffrance psychique d'origine sociale. Et je vous montre ça parce que si on considère les parents les plus en difficulté que comme parents, on passe à côté. Ce sont des gens qui ont des problèmes d'enfants, de conjoints, d'adultes qui ont du mal à socialiser. Et là, on voit, alors pour eux, comme parents, il y a du monde. Quoique, quand je demande à mes étudiants, vous soutenez les parents, c'est super, combien de temps vous y passez, avec quels outils et dans quel lieu? Ah non, c'est pas nous, c'est la zone. Bon. Il faut regarder ça de plus près. Mais qui soutient les parents les plus vulnérables dans leurs principaux problèmes? Souvent, il n'y a pas grand monde. Il faut comprendre aussi que plus ils sont dans la difficulté, plus ils sont durs à aider.
au point que, en psychiatrie, on connaît bien ce concept d'enfermement dans le refus de la relation d'aide. Et on sait que ce refus de la relation d'aide, ça va être la première stratégie du travail avec eux. Comment je travaille avec des gens qui sont enfermés dans le refus d'une relation d'aide. Alors, je passe, tout ce travail d'évaluation, il est peu fait en France parce qu'on a trop tendance à être dans une culture de l'urgence. Et l'urgence, si on est trop dans l'urgence, on ne peut pas prendre de recul, on n'a pas le temps d'utiliser des vrais outils d'anamnèse. Et du coup, vous voyez, 65% des placements en urgence en Seine-Saint-Denis. Usine à gaz. Pour moi, un échec de la loi 2007, c'est la grippe. C'est-à-dire, les informations préoccupantes, je parle avec les parents et je vous dis pour eux, c'est un signalement. Un signalement, c'est tout pareil pour eux. Alors on peut leur dire, ah non, c'est pas tout pareil. Quel est le salaud qui m'a signalé? Les faits sont exactement les mêmes, vous les écoutez, c'est clair. Donc on a une usine à travailler dans l'urgence. Information préoccupante, c'est vrai qu'on devrait avoir le temps de se préoccuper. Là, on n'a pas le temps de se préoccuper, pas pour trier en urgence. La vraie conclusion, je triche souvent sur les conclusions. Les astuces des formateurs. C'est exemple d'outils pour sortir du provisoire sans limite. C'est les Belges qui font ça. C'est l'ensemble des placements familiaux francophones de Belgique qui s'est mis au travail pour dire on en a marre que les mômes passent chez nous d'un service à l'autre comme des paquets. Donc il faut qu'on arrête nous-mêmes de produire des ruptures dans nos façons de prendre en charge les gens, à faire comme si leur vie commençait quand ils arrivent chez nous. Puis à faire, vous êtes parti de chez nous, on ne vous connaît plus. Et donc, ils ont créé des outils systémiques, écosystémiques. La ligne de vie, par exemple, c'est simplement faire une ligne de vie, pouvoir compter, depuis qu'il est né, ce môme, combien de fois il a changé d'écosystème. Qui y avait dans son quotidien? C'était qui les personnes de son quotidien quand il avait 2 ans, quand il avait 4 ans, quand il avait 6 ans? Est-ce que les séparations produisent des ruptures? Est-ce que les ruptures sont réparables? Quand on se sert bien de ça, on prend ensuite un génosociogramme, on va regarder quels sont les adultes significatifs, les enfants significatifs, et on va essayer de voir c'est quoi ces liens qu'on doit à tout prix entretenir si on veut que ce môme soit relié, et qui ne s'habitue pas justement à flotter. Parce que la théorie d'adaptation montre très bien qu'on peut apprendre le monde à l'envers. Aimer, c'est dangereux. Se fixer quelque part, c'est pas bon. Certains développent une compulsion à rompre dès que ça chauffe. Un répertoire, en fait, le jeune, un répertoire sur quels sont les gens importants pour toi. Très utile, parce que d'une part, s'ils sont importants pour toi, nous, on peut trouver des occasions d'être en lien avec eux. Est-ce que ça te dirait qu'on les invite à la fête qu'on fait là dans le mois? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller se faire un resto avec eux, un cinoche? Enfin, il y a tout un tas d'habilités sociales, comme disaient les Québécois, qu'on peut avoir à partir de ces questions-là. Puis, le carnet est vide. Le môme, il n'a personne. Il n'y a pas un avis depuis 25 ans. Ah, on pourrait peut-être penser au parrainage. Vous voyez, je fais du bien déjà. Ensuite, l'anamnèse, là, c'est un outil plus technique, puisqu'on va essayer de voir beaucoup plus finement la santé. Un carnet de santé, ça parle. La santé, la scolarité, c'est souvent à l'école que le monde montre que ça ne va pas. L'amitié, est-ce qu'il a des camarades? La semaine dernière, un étudiant nous parlait d'un jeune qui a eu beaucoup de ruptures, et le jeune, tristement, lui disait moi j'ai plein de potes, mais j'ai aucun ami. Vous voyez, on va essayer de voir du côté de l'affectif, du cognitif, du social, et là, il faut du pluriprofessionnel. Et c'est là qu'on voit que certains services sont bons là-dedans. Puis d'autres, c'est la grande misère. Alors, vous voyez, c'est un projet plus systémique, c'est je dessine dans les microsystèmes de l'enfant, le mésosystème, c'est le grand rond, puis les microsystèmes, c'est quelles sont les personnes importantes pour l'enfant dans son quotidien. Mais la règle, c'est le quotidien. Je vais regarder, je vais faire plusieurs cercles comme ça. Ah, les parents, est-ce qu'ils ont été en permanence dans le quotidien, ou au contraire, est-ce qu'il y a une longue période de disparition? Parce que quand les parents disparaissent, on demande au monde des efforts insensés. Nous, on fait comme s'il ne se passait rien, souvent on ne réagit pas, le juge ne réagit pas. Et c'est grave. On ne valide pas le monde de l'enfant quand on fait ça.
Alors, conclusion, prendre en temps le temps de l'enfant, son quotidien, son rapport au temps. Le temps de l'enfant, ce n'est pas le rapport au temps de l'adulte. Il a besoin de compter sur au moins une figure d'attachement inconditionnelle, égale non salarié. Parce que la figure d'attachement salarié, c'est pas elle qui décide si le monde va rester. Alors heureusement, les enfants, ils ont quand même des figures d'attachement inconditionnelles en famille d'accueil, ils en ont besoin. Mais ces figures d'attachement, elles sont très très fragilisées par le fait que souvent elles s'en prennent plein la tête. Moi j'ai entendu une famille d'accueil me dire mais maintenant je suis prudent, j'ai tellement souffert quand cet enfant est parti que maintenant je prends mes précautions. Donc si être un bon professionnel, c'est prendre ses précautions, surtout pas s'attacher aux mômes, les pauvres mômes qui voient défiler des professionnels comme ça, moi je suis un peu inquiet, mais c'est pas leur faute, c'est le système qui induit ça. Alors voilà. Je vous disais, je laisse ça pour ma conclusion. Regardez la simplicité du système suisse. Moi, je trouve ça merveilleux. Premier principe, écarter tout danger. On se fout qui est responsable de quoi. Voilà, il faut écarter tout danger. Ensuite, on regarde. Si les parents remédient d'eux-mêmes au problème, on n'a pas à s'en occuper. C'est le grand principe du droit. Grand principe du droit, principe de non-intervention. Par contre, ils n'arrivent pas à remédier, on doit intervenir avec eux sans les évincer, simplement en complétant, c'est ce que Paul Dorigne appelle la suppléance familiale. Et ensuite, il faut que la mesure corresponde au danger en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible, mais autant que nécessaire. Et c'est ça la conclusion. Pour le moment, le grand problème, vous l'avez très bien pointé, on ne sait pas la restreindre autant que nécessaire parce que les statuts qu'on a sont inadaptés, je suis vraiment d'accord avec ça, ils renvoient trop à l'intimité, à la déchéance, ils renvoient alors que beaucoup de parents, en réalité, sont prêts à confier leur enfant si on est dans une relation de don contre don. C'est-à-dire, j'aide l'enfant, j'aide le parent à confier son enfant, c'est un immense effort pour beaucoup de parents, c'est du boulot. Mais en contre-don, moi je défends la place du parent quand il n'est pas là. Et je peux vous dire, ça marche. Voilà, je vous remercie.